Bonjour à tous, alors mon monologue du jour sera fait en deux parties. D'abord un décryptage très partiel bien sûr de l'émission d'hier sur Géopolitique profonde, la nouvelle émission de Borowski avec comme invité notamment Pierre Hilard. Et en deuxième partie, je rebondirai sur un article de mon ami, ennemi, enfin ça dépend des jours, Franck Abed, qui pose une très bonne question. Est-ce qu'on peut assimiler, si j'ose dire, non, est-ce qu'on peut être catholique et nazi en même temps? C'est une bonne question ça. Ça rejoint un peu la question à laquelle je répondais, ou plutôt Monsieur Pascal a répondu sur est-ce qu'on peut être franc-maçon et antimondialiste. Ce sont des très très bonnes questions ça. Voilà, donc je vous laisse écouter le décryptage et ensuite je reviendrai pour extrapoler, on va dire, et élargir le sujet de l'article de Franck Abed. Merci. Je vais vous faire le commentaire rapide et à chaud de l'émission de mon élève Ducobu Borowski. Alors, j'ai pas vu tout, mais j'ai vu un bon quart d'heure, et je crois que je suis tombé sur le meilleur quart d'heure de l'émission, à mon avis. Pierre Hilard a été très bon, il faut que j'avoue que Pierre Hilard, il a une petite fixette sur les juifs, il a une petite interprétation de certaines choses, notamment il invente une connexion entre le sionisme et le nazisme, ça je lui reproche. Je crois qu'il est sincère, donc je le pardonne. Mais il a bien remis en place ce qu'était la franc-maçonnerie. Et puis alors Monsieur Pascal, je ne le connaissais pas, en une phrase, il a tout dit, il a résumé ce que j'explique depuis des années dans le boycott. On ne peut pas être franc-maçon et anti-mondialiste, c'est aussi simple que ça. Et quand on est mondialiste, donc on est anti-sioniste, c'est encore plus simple. Mais personne ne le comprend. Alors alors là j'ai appris, j'ai été pas tellement surpris à vrai dire, j'ai appris que Corneille était franc-maçon, comme Véragueux, et j'avais vu déjà la connexion et la technique de dialogue et de condescendance et un antisémitisme profondément ancré lors des échanges que j'ai eus avec ces deux sbires. Bon, il y en a plein des comme ça et vous comprendrez que tous ceux qui pensent que la franc-maçonnerie c'est les juifs, ils devraient s'étonner que beaucoup de francs-maçons, donc mondialistes, sont antisionistes et antisémites. Tout est écrit, tout est là, mais comme on vous a pollué le cerveau avec des Soral et des Indy et tous ces propagandistes qui ont eux la parole publique, on va dire, contrairement à moi, eh bien vous ne faites même plus les connexions. Mondialisme, sionisme, franc-maçon, antisémitisme, Mossad, vous comprenez plus rien. Donc moi je trouve que cette émission était pas mal, hein. Boros c'est bien, tu as bien écouté le conseil, il faut arrêter les pulls, hein, il faut mettre des chemises, hein, tu es un présentateur, t'es pas au ski là. Donc ça c'était bien, quand même essayer d'extrapoler et de vous faire comprendre à quel point ces deux petites indications devraient vous faire ouvrir les yeux sur ce que je décode depuis des années. Et je vous le répète, je suis le seul à décoder les deux vrais plans mondialistes, qui sont bien sûr celui que vous connaissez tous, les Schwab, les Harari, les transhumanistes, là, les malades mentaux, du Forum économique mondial, etc. Bilderberg, enfin toute la clique, hein, tous ceux qui nous placent, nos soi-disant chefs d'État. Alors je fais une petite parenthèse, vous avez vu Attal, vous croyez qu'il sort d'où? Alors les antisémites vont dire, ah oui c'est Attal, il est juif, donc c'est les juifs qui dirigent, etc. Ce sont des abrutis. En plus ce Attal là en question il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il porte un nom juif, mais il est moitié-moitié, enfin lui il est plus moitié-moitié que moi, parce qu'il est quand même de sacré lignée de noblesse française, de noblesse russe, etc. Mais les abrutis vont retenir, ah c'est un juif. Excusez-moi, je rigole parce que c'est tellement caricatural ce que je vois depuis 6 ans. Donc, les deux plans mondialistes, il y a bien sûr le plan dont je viens de parler, et le plan bien sûr de l'islamisation, les frères musulmans qui ont pris des accords avec l'Union européenne, avec ce plan en fait au sens large, puisque l'Union européenne participe au plan mondialiste, évidemment, ça s'appelle même le plan européo-mondialiste. Donc si vous ne comprenez pas l'immigration massive, alors vous la mettez sur le dos du Mossad. Le Mossad n'a rien à voir là-dedans. C'est un plan qui date depuis bien avant, et qui est organisé non pas par les juifs, ils n'en ont rien à foutre, les juifs qui est un peu plus ou un peu moins d'immigrés en France s'occupent déjà de défendre leur pays, ce qui n'est pas facile, vous l'avez remarqué. Donc évidemment qu'il y a eu des accords, il y a eu plein de réunions d'accords, après il y a eu un peu de corruption, etc. Vous voyez l'influence des francs-maçons, des francs-maçons aussi bien sûr, oui ça, mais des frères musulmans, hein, vous avez quand même Bellatar qui va parler au président, qui l'appelle mon frère, etc. Vous ne vous posez aucune question, c'est extraordinaire. Donc si vous comprenez le plan numéro 1 qui avantage, appuie non seulement l'islamisation, mais la submersion migratoire. Détruire la nation chrétienne, c'est l'objectif des francs-maçons et c'est l'objectif aussi du plan des mondialistes. Voilà. Si vous comprenez ça, vous comprenez que
le juif sioniste là, à Tel Aviv, il en a rien à foutre de détruire la nation chrétienne française, c'est pas son problème, mais ça vous dépasse, hein. On vous a tellement lobotomisé. C'est vraiment dommage que je sois boycotté partout, parce que tous ces petits, ce que j'appelle les putaclics apix, je pourrais les ridiculiser. Et même ceux qui sont très très antisémites, à la fin ils diraient, oui bon d'accord, ok j'aime pas les juifs, mais enfin tout ce qu'on m'a dit autour de ça, c'est-à-dire les khazars, le mondialisme et tout, c'est un peu des conneries. Alors j'ai le droit de pas aimer les juifs, mais je n'ai pas le droit d'avaler n'importe quoi juste pour justifier le fait que je n'aime pas les juifs. Donc soyez antisémites les gars, détestez les juifs, mais arrêtez, ça fait 5 ans que je vous le dis, de balancer des légendes, des délires, des conneries, des connexions qui ne se font pas, mais dans votre tête ça se fait, etc. etc. Voilà. C'était un peu brouillon, mais je ferai mieux demain. Bonsoir. Revenons maintenant à ce bout d'article de Franck Abed, très intéressant, qui pose une question. Vous savez, c'est un peu la mode chez tous les pseudo-intellos de vouloir faire des connexions, genre on a trouvé le secret, en fait, il y a une connexion. Alors par exemple, je vais un peu parler de ça tout de suite, là, Hilar qui nous fait passer des négociations entre les sionistes et les nazis, des négociations qui visaient à sauver le plus de juifs possible, c'est-à-dire à les expatrier sur la terre historique des juifs, hein, qui n'était pas encore appelée Israël, mais qui était la Palestine. Bon, Palestine, vous le savez tous, hein, un nom qui a été changé en l'an 135 par l'empereur romain Hadrien, occupant de l'époque, colon de l'époque, pour punir les révoltes du peuple autochtone. Autochtone, comment, palestinien? Ah ben non, juif. Donc pour les punir, il a même changé le nom. Mais déjà à cette époque-là, la Palestine, région sous mandat britannique, le drapeau de cette région était bleu et blanc avec une étoile de David. Mais bon, on nous dira que c'était islam, hein, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Donc Hilar, par exemple, essaye de faire cette connexion, hein, entre nazisme et sionisme. Alors évidemment, comme j'en parle souvent, c'est un marché très porteur. Mais il y a aussi des gens qui sont encore plus tordus, qui essayent de faire une connexion entre catholicisme et nazisme. Et c'est ce dont parle Franck Abed. Alors, il prend 2 extraits d'articles là qui sont très intéressants, où un monseigneur, enfin un évêque, répond à un autre en lui disant qu'il était absolument impossible, complètement ridicule, de vouloir faire tracer une frontière et éliminer la Bible et l'Ancien Testament pour éliminer en fait toute trace de judaïsme, on va dire, d'origine même du christianisme, hein. Je vous rappelle quand même que Jésus est juif, je dis bien est juif, et que son peuple, ce sont les juifs. Alors après qu'il y ait eu une dissension au niveau des croyances, et le fait que certains juifs de l'époque n'aient pas cru que c'est le Messie, mais ça, pareil, on veut culpabiliser le peuple juif en le qualifiant, il a été qualifié de peuple déicide. Alors aujourd'hui, le pasteur Walter David Boujnarou va vous donner un petit cours de logique théologique, si j'ose dire. Alors vous savez, un des moteurs de l'antisémitisme séculaire, c'est le peuple déicide, hein. C'était une expression qui a été utilisée pour justifier, comme alibi, pour rendre responsable tout être humain né dans une famille juive, être responsable, coupable et condamné pour la crucifixion de Jésus-Christ. Bon. Alors je ne reviendrai pas sur comment ça s'est passé, parce que personne d'entre vous, et moi-même non plus, même si je suis Moses, ne l'oubliez pas, n'était sur place à l'époque. Mais bon, si on peut résumer, il y a une responsabilité bien sûr partagée, mais même si le catholicisme romain veut dédouaner complètement les Romains, hein, mais dans tous les cas, qu'est-ce que c'était? Une décision de prêtres juifs, les autorités religieuses de l'époque, de Jérusalem, d'Israël occupé, colonisé par les Romains donc à l'époque. Les colonisateurs ensuite, en l'an 600 et quelques, ce sont devenus les Arabes, qui aujourd'hui revendiquent cette terre, en tout cas 100% de cette terre. Donc pour revenir au sujet, il y a une responsabilité commune, donc des prêtres juifs, et allez, on va dire 300 personnes réunies sur une place, et qui étaient déchaînées, lobotomisées, oui, tuez-le, machin, etc. Alors on peut dire, ensuite, c'est quand même étonnant que 2000 ans plus tard, on rende tous les juifs, quels qu'ils soient, responsables de ça. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que c'est un crime? Personne ne se pose la vraie question. Un crime, pour moi, c'est quelqu'un qui condamne quelqu'un en sachant qu'il est innocent, mais il le condamne quand même. Ça, c'est quelque chose, c'est un crime au sens large du terme. Maintenant, qu'est-ce que c'était la motivation des prêtres juifs? Qu'est-ce que c'était? C'était de ne pas croire à ce que Jésus disait, à savoir je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, tout ce que vous voulez. À partir du moment où ils n'y croient pas, ils sont honnêtes dans leur non-croyance, ils ne sont pas forcément intéressés, ni cupides, ni rien du tout. Hein, c'est pas pour protéger, soi-disant, les marchands du temple, qui étaient une petite partie des juifs, comme il y en a aujourd'hui qui vont sur le marché, sauf que eux, évidemment, ils mélangeaient le temple, la religion et le commerce. Là-dessus, on est d'accord, c'est pas bien. Bon, mais c'est pas les juifs, hein, c'est une partie. Mais allons plus loin. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas cru, en respectant justement Dieu, en disant que c'est un sacrilège de se prétendre Dieu ou le Fils de Dieu si on ne l'est pas, eh bien, ça n'est pas un crime. C'est qu'ils n'ont pas cru, point et barre. Donc transformer ça en espèce de crime prémédité, cupide, ils aiment l'argent, enfin toutes les conneries qu'il y a derrière, c'est absolument malhonnête.
pensaient que c'était un charlatan, mais en toute bonne foi. Le crime, ça aurait été de dire on sait qui c'est et on va quand même le tuer. Ça, c'est un crime. Mais cette petite nuance, bien sûr, ne fait pas recette, hein, il vaut mieux simplifier les choses. Donc pour revenir à la question, alors oui, c'est vrai qu'il y a des évêques allemands qui ont essayé de faire des prêches qui finalement, même des années avant le nazisme, faisaient la propagande, préparaient, on va dire, sans le vouloir bien sûr, la propagande nazie, hein, qui voulait bien sûr dissocier complètement le christianisme du judaïsme, alors que c'est quand même sa source. Et là, il y en a un qui lui répond et qui dit « Non, pas faire ça ». Évidemment que c'est une escroquerie. Donc partant de là, cet article démontre en tout cas qu'un individu a répondu à un autre individu, et Franck Abed en déduit donc qu'on ne peut pas faire de lien entre catholicisme et nazisme. Bon. Et je suis certain d'ailleurs que sur ce point-là, Pierre Hilard serait parfaitement d'accord avec Franck Abed. Il n'y a aucun lien entre le catholicisme et le nazisme. Ok, mais moi je répondrai à Pierre Hilard qu'il y a beaucoup plus de liens entre catholicisme et nazisme qu'entre sionisme et nazisme. Et je vais expliquer pourquoi, et c'est factuel, c'est historique. Personne ne peut nier le silence pesant du Vatican pendant la Shoah, pendant tout le règne, on va dire, d'Hitler. Personne ne peut nier qu'à la fin de la guerre, beaucoup de dignitaires nazis ont été évacués par les réseaux, on va dire, les réseaux du Vatican, les réseaux purement catholiques, hein, et ont été expatriés en Amérique du Sud. Alors, je ne vais pas faire moi, je ne suis pas basique ni binaire, et je ne fais pas d'amalgame. Mais je dis que rien que ça, dont Hilard ne parle jamais, c'est beaucoup plus probant que des négociations entre des sionistes et des nazis pour faire sortir les juifs et les sauver. Hein. C'est marrant, hein, mais comme Pierre Hilard est un catholique traditionnel, il épargne le catholicisme absolument de tout. Bon. Et pareil, il essaye de nous faire croire que le sionisme c'est hyper raciste, racialiste ou je ne sais pas quoi. Pareil, si on voit l'histoire, il suffit de regarder, je pense qu'il y a beaucoup d'esclavagistes qui prenaient la caution du Vatican, de l'Église catholique, et je vous mettais d'ailleurs une petite vidéo qui explique aussi la connexion entre les esclavagistes, on va dire chrétiens, et les clients musulmans. Hein. C'est marrant ça. Et si vous faites le lien, et là je le fais tout seul, vous comprendrez aussi la connexion aujourd'hui des deux plans mondialistes, hein, c'est-à-dire les frères musulmans, l'islamisation, et le plan mondialiste dont je parle toute la journée, dont je viens de parler juste avant dans l'audio. Voilà. Donc, si on va plus loin, il y a aussi un autre moteur de l'antisémitisme qui consiste à prendre le Talmud, à en sortir des phrases. Alors des fois c'est un faux Talmud qui est diffusé sur Internet, mais bon, quelques phrases qui sont vraiment très polémiques, et ça j'avoue que même moi je suis halluciné. Mais ces gens, premièrement, ne savent pas ce que c'est que le Talmud, qui est une compilation de réflexions de centaines de rabbins. Alors dans les centaines de rabbins, il y a des fous, hein, il y a des gens qui sont extrémistes, comme il y en a chez les chrétiens, enfin plus beaucoup chez les chrétiens, ils se sont calmés, mais comme il y en a encore beaucoup plus en pourcentage par rapport à la population chez les musulmans, mais bon, ça on n'en parle pas. Et donc c'est un truc qui a été fait sans filtre, et ça ne veut pas dire que tous les juifs du monde sont d'accord avec ça, premièrement. Et deuxièmement, je poserai une question à ces intelligents. Combien de juifs, en pourcentage, ont lu le Talmud? Alors moi je vous réponds, à mon avis, 1%. Et encore, je suis gentil. Je vais aller encore plus loin. Combien parmi ces 1% ont lu le Talmud, sont d'accord sur tout et guident leur vie en fonction du Talmud et en plus ont le pouvoir, que ce soit politique, financier ou je ne sais pas quoi, pour influer le monde vers ce Talmud ou vers je ne sais pas quoi? Eh bien là, vous enlevez encore 1% de 1%, vous arrivez donc, vous l'avez compris, à 0,01%. Vous faites ça sur 17 millions et vous vous apercevez que tous ces abrutis qui vous parlent du Talmud comme une base idéologique, le plan, enfin un des aspects du plan mondial des juifs, sionistes, talmudistes, satanistes, etc., qui dominent le monde, eh bien vous vous apercevrez qu'on se trouve avec 50 personnes. Excusez-moi de vous dire que si 50 personnes dirigent le monde et ont mis dans leur poche tous les pouvoirs politiques, militaires, économiques, financiers de la terre entière, même chez les Asiatiques, même chez les Japonais, chez les Africains, chez les Indiens, partout, ça découle quand même d'une sacrée psychiatrie, et d'un problème psychiatrique et d'un complexe vraiment profond d'infériorité. Alors ce complexe d'infériorité, si on va plus loin dans l'analyse, hein, café du commerce, psychologique café du commerce, on pourrait se dire que si tous ces gens-là, antisémites maladifs, antisémites paranoïaques, pensent vraiment que les juifs sont capables de faire ça, eh bien, ils ont qu'à tout de suite les qualifier de surhommes, et ils devraient au contraire, plutôt que de les insulter, et de les traiter des fois même de sous-hommes, ou de vouloir les mettre dans des camps, les faire brûler, enfin tout ce que j'entends, tout ce que je lis plutôt sur les réseaux, hein, ils regrettent tous que, je parle bien de cela, bien sûr pas de tout le monde, ils regrettent tous que Hitler n'ait pas fini le boulot, hein, bon. Eh bien, ils devraient se dire, au lieu de faire tout ça, ils devraient les admirer. Mais quels sont ces gens étranges qui dirigent le monde à si peu, quoi? Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les interprétations des uns et des autres
plus elles sont ridicules et plus elles vendent des bouquins. Et plus elles fabriquent des lobotomisés que je vois, et j'en parle tous les jours, sur les réseaux. Parce que je persiste à dire que ce conflit, notamment israélo-palestinien, qui a été importé à la fin des années 70 en France par l'Oumma musulmane, qui en a fait un cas mondial, qui a réussi à mobiliser ces 2 milliards, ou à l'époque c'était pas 2 milliards, c'était 1,5 milliard, 1,5 milliard, bon, aujourd'hui 2 milliards on va dire, de musulmans sur ce dossier sur la base d'une falsification de l'histoire. Et quand je vois que cette falsification de l'histoire qui tendrait à vouloir islamiser et rendre la terre sainte judéo-chrétienne un califat de type Raqqa, parce que c'est quand même le projet du Hamas, et quand je vois qu'il y a tant de millions, dans de centaines de millions de gens qui ne sont pas musulmans, et qui sont, alors pour moi j'appelle ça des faux chrétiens, mais bon, qui se disent en tout cas chrétiens, ou qui se disent rien du tout d'ailleurs, qui ont été tellement pollués, nourris par de la propagande depuis 70 ans, où ils ont inversé le petit peuple de 7 millions, il y a 7 millions d'Israéliens, je vous rappelle, le petit peuple de 7 millions qui veut juste un petit bout de terre pour vivre, et en plus c'est le sien, ils les ont transformés en agresseurs, en dominateurs du monde, en sources et opérateurs de tous les malheurs du monde. Par contre, les 2 milliards de musulmans qui ont 57 pays, qui ont aujourd'hui infiltré toutes les institutions supranationales, où on donne des fois le truc des droits de l'homme à l'Iran. Hein, vous savez, à l'ONU, ils sont très... c'est extraordinaire, personne ne s'en rend compte. On donne des fois les droits de l'homme à l'Arabie... Je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui a gagné pour 2024. Donc les droits de l'homme à l'Arabie Saoudite, ou à l'Iran, ou à des choses comme ça. Hein. Et Israël est le pays le plus condamné de toute l'histoire, mais pas 2 fois plus, 10 fois plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a 57 pays, plus des pays soumis, plus des pays anti-américains. Donc si les gens pensent que l'ONU est une base juridique, on va dire, c'est une base le droit international, on va dire, ah oui, ils ont raison, c'est l'ONU. Bon, bah, si c'est une force légitime, eh bien ces mêmes gens devraient se dire que la résolution initiale de 1947 a été rompue par les amis qu'ils considèrent comme des victimes, par leurs amis arabes. Alors, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures, prendre l'ONU comme une base, hein, là c'est bien, ils ont attaqué Israël pour génocide, je ferai un petit truc sur le génocide après, donc ils prennent l'ONU comme base, ah oui, ils n'ont pas respecté la résolution 48, qu'il ne fallait pas aller dans ce territoire, machin. En revanche, ils ne prennent pas la résolution initiale, où ce sont les Arabes qui ont attaqué à 5 contre 1 dès le lendemain de la résolution, hein, pour avoir 100% de cette terre, alors que cette terre, je suis désolé, n'est absolument pas 100% islamique. Il n'y a aucune légitimité de l'islam sur cette terre, en tout cas 10 fois moins que les juifs et 4 fois moins que les chrétiens. Voilà. Donc si tous ces gens valident, cautionnent et soutiennent le mensonge, en plus ce mensonge qui est quand même opéré par des islamistes, et je dirais les mêmes qui tuent ici, les mêmes qui tuent au Nigeria et qui tuent des chrétiens dans des églises, personne n'en parle, les mêmes qui tuent partout au niveau des attentats, à la Wakbar, etc., les mêmes qui aujourd'hui islamisent la France tranquillement, en douceur, grâce aux collabos, qu'ils soient dans les partis politiques, certains, dans les syndicats, dans l'éducation nationale, dans tout ça, toujours sur la base d'un antisémitisme débridé. Aujourd'hui c'est débridé, depuis le 7 octobre c'est complètement débridé, avant c'était un peu bridé, hein. Pas asiatique, hein, bridé. Là, c'est débridé complètement. C'est devenu la grande mode d'insulter Israël, d'insulter les Juifs. C'est open bar, hein, open bar à 100 contre 1. Ces gens se pensent des résistants. En fait, ils ne résistent à rien. Ils facilitent l'islamisation de la France. Ils s'occupent d'un conflit où on ne devrait même pas s'en occuper. C'est pas notre problème. On a notre France à libérer. Mais ils s'en foutent. Ils sont beaucoup plus motivés pour insulter Israël et les Juifs et pour défendre soi-disant le génocide palestinien. J'y arrive bientôt. Que de construire quelque chose pour sortir la France de cette spirale européo-mondialiste islamisé. Je viens d'inventer un mot. En fait, c'est le cumul des 2 plans mondialistes. Maintenant, parlons du génocide. Les génocides, c'est quoi? Le génocide, c'est ce qu'on a vu par exemple en Arménie, hein, où c'était des forces 10 fois supérieures armées qui massacrent systématiquement un peuple, c'est-à-dire les Arméniens. C'est aussi ce qu'on a vu avec les Hutus et les Tutsis, hein, où là, pareil, à coups de machette, à 10 contre 1, toujours, et contre des civils désarmés, toujours. Le génocide, c'est aussi la Shoah, hein, pareil, c'était donc une armée bien organisée, une armée qui a fait ses preuves, hein, parce qu'elle a massacré tout le monde quand même, et qui prenait des civils, hop, juste sur la base du patronyme, qui les mettait dans des camps, qui les laissait crever de faim, de maladie, ou des fois il y a quelques-uns qui étaient gazés. Et voilà, ça s'appelle un génocide. Les vraies conséquences d'un génocide, c'est les Juifs, par exemple, 14 millions en 1930, 17 millions aujourd'hui. Hein, 14 millions en 1930, 8 millions en 1945, 17 millions aujourd'hui. Là, on comprend ce que c'est que la courbe, ce que c'est qu'un génocide, ce que c'est qu'une évolution du nombre d'un peuple suite à un génocide. Le génocide, c'est absolument pas des bombardements. Hein. Là, nous avons des malades mentaux qui ont une volonté affirmée de génocide. Là, je parle du Hamas, qui le disent sur toutes les tribunes,
sans aucun problème, personne ne leur fait le reproche, qui ont fait un pogrom de 1000 personnes pour déclencher le chaos, en espérant avoir le plus de morts possible. D'ailleurs, le chef le dit, nous avons besoin du sang de notre peuple pour pouvoir alimenter cette propagande mondiale qui fait des Juifs et d'Israël la seule armée du monde qu'on qualifie de tueurs d'enfants. On n'a jamais qualifié la Syrie de tueurs d'enfants, ni la Russie en Tchétchénie, ni la Russie en Afghanistan, ni les Américains en Afghanistan, en Irak, partout. On n'a jamais qualifié aucun pays de tueurs d'enfants, sauf Israël, parce que les enfants sont la chair à propagande des islamistes, hein, on le sait, puisqu'ils élèvent leurs enfants dans la haine, on le voit à tous les niveaux, mais bon, personne ne veut le voir. Et ensuite, chaque photo d'enfant mort est une source derrière de milliers de gens qui s'offusent et qui veulent défendre le peuple palestinien. Tous ces gens qui sont restés, bien sûr, muets le 7, 8, 9 octobre. Enfin, le pogrom n'a jamais existé. Je vous rappelle une règle de base, le révisionnisme et le négationnisme n'existent que quand il y a des juifs dans l'affaire. Dans tous les autres trucs, on prend tout content, il n'y a pas de problème, on ne doute de rien. Mais quand il y a des images, des preuves, des témoignages et même des images filmées par les barbares eux-mêmes, on dit non, ça n'a jamais existé, c'est Israël qui a organisé, etc. Donc nous sommes bien dans une hallucination collective, je suis complètement parti du sujet de l'article de Franck Abed, mais pour vous dire au sens large que l'antisémitisme est un virus. ارميها يا خلي 2000 يروحوا في الاسلام، خلي 10000 يروحوا في الاسلام. الله اكبر. فلقد اقترب يوم ذبحكم وصالكم والقضاء عليكم حتى لا يبقى يهودي ولا صهيوني على وجه هذه الأرض. عقيدتنا في قتالكم أننا سنبيدكم على بكرة أبيكم ولن نبقي منكم أحدا. اقتلوهم حيث ثقفتموه، ما فيش بنعرفش حدد وين ما بنستطيع سنقاومهم. التي يتبر فيها ملكهم ويباد فيها أبناؤهم.